Les uns ont les honneurs, le pouvoir, la puissance. Les autres travaillent dans l'ombre d'un père, d'un mari, d'une star ou d'un politique. Quel ressort les anime? L'amour, l'humilité, le plaisir de connaître l'envers du décor et ses secrets. Ensemble, nous allons partir à la découverte d'un monde qui n'en finit pas de nous étonner. Pierre Tourlier, alors vous qui avez été pendant très très longtemps le chauffeur de François Mitterrand, combien d'années déjà auprès de... 30 ans, près de 30 ans. Oui. 30 ans. Ouais, 30 ans j'étais garde du corps avant, et puis quand il est arrivé à l'Élysée, je suis devenu son chauffeur. Alors, est-ce que vous dites, comme Charlie Coubé-Sérian par rapport à Jean-Paul Belmondo, je suis devenu son ami? Oh, j'ai pas cette prétention, non. J'ai eu la chance de connaître et de partager une grande partie de ma vie à côté de lui. J'étais son garde du corps, j'étais derrière lui, j'étais à sa moindre demande. J'ai vécu 20 heures par jour avec lui, quoi. Je le couchais le soir, je le levais le matin. Alors, moi, j'aimerais savoir simplement comment, alors que vous êtes resté toujours dans le plus grand des secrets, hein, vous avez quand même partagé, on en parlera juste après, quand même tous les secrets à l'époque où personne ne connaissait, par exemple, Mazarine. Bon, vous saviez, vous étiez au centre de tout. C'était un chocolat de Pagichinelle. Enfin bon. En tout cas, bon, et d'autres. Vous vous êtes toujours tu. Et pourquoi, après sa mort, donc, vous avez sorti ce livre, hein, maintenant, ça fait il y a quelque temps, mais Conduite à gauche, où vous livrez pas mal de choses. Je raconte ma vie, mon tracé par rapport à François Mitterrand. Je voulais laisser un petit souvenir. J'ai d'abord écrit ce livre parce que pendant 3 ans et demi, j'étais très malade, j'étais sous calmant. Et il m'a fallu sortir de ce système où chaque fois que je parlais de François Mitterrand, j'avais la larme à l'œil et ça finissait par être très difficile à supporter jusqu'au jour où mon médecin m'a dit mais au lieu de raconter tout le temps la même chose, écris, ça va te soulager, ça va te faire du bien. Il est toujours aussi présent, François Mitterrand, pour vous? Oui, je crois, oui. Je crois. C'est difficile d'oublier un personnage comme ça. Il m'a sauvé la vie et il est parti. On a le sentiment que c'est une partie de vous-même, hein, là. Ouais. Il y a une amputation. Et quand vous dites qu'il vous a sauvé la vie, c'est vrai que vous êtes rencontrés aussi dans des circonstances très particulières, très difficiles. Très difficiles. J'étais aussi dans le caniveau, quoi. J'étais plus rien. C'est un moment d'ailleurs assez dur, hein, du livre, quand vous parlez de moment de clochardisation. Vous avez failli être écrasé par... par une voiture. La voiture du député maire d'Alfortville qui s'appelait Franceschi. Et qui voit une masse sombre entre 2 voitures. Il dit à son chauffeur, arrête-toi, il y a un chien qui est en train de mourir. Et le chauffeur descend, vient vers moi et retourne vers la voiture en disant, mais c'est pas un chien, c'est Pierre qui est dans le caniveau. Il m'a ramené à la maison et il m'a dit, dans 8 jours, je veux te voir. Et 8 jours après, j'y suis allé. Il m'a dit, écoute, tu ne vas plus penser à tout ça, je vais te présenter quelqu'un. Et j'avais déjà assuré la sécurité de François Mitterrand dans la campagne 74, mais on s'était séparés parce que... Une parenthèse pour qu'on comprenne bien quand il dit Pierre, c'est que vous étiez déjà, vous... en 74, j'avais déjà fait la... Oui, c'est ça, je suis militant du début. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il vous a présenté... C'est à ce moment-là qu'il m'a présenté avec François de Grossouve. Ils m'ont présenté à François Mitterrand qui avait du mal à m'accepter, il a fallu 15 jours, 3 semaines pour qu'il m'adresse la parole. Il faut dire, est-ce que vous êtes arrivé, simplement pour savoir, avec la boucle d'oreille et le catogan? J'étais un jeune homme bien sous tout rapport. Alors c'est après que vous avez... correct. Et après vous êtes devenu politiquement incorrect? Simplement CRS, c'est-à-dire à l'opposé de la politique de François Mitterrand, mais bon, c'était comme ça, quoi. Et puis, je me souviens encore quand il a commencé à me prendre par le bras le jour où il a décidé de me prendre avec lui, il m'a pris par le bras et puis il me dit « Pierre, le CRS, j'aime bien parce que c'est ma bombe atomique à moi qui me faisait ça. » Pour les téléspectateurs, le CRS, c'était l'aile gauche du Parti socialiste. Et vous dites qu'il a fallu donc 3 semaines pour vous accepter, mais comment justement, de cette acceptation, vous êtes devenu quelqu'un de si proche, en tout cas d'indissociable? Pendant 3 semaines, il m'a étudié, il a vu ce que j'étais capable de faire, le silence, la discrétion, la disponibilité. François Mitterrand, c'est un homme qui dormait peu. Alors, le soir, quand il rentrait chez lui, à la rue de Bièvre, il était 11h, 11h30. J'étais d'ailleurs faire laver la voiture, de faire le plein,
ensuite, le lendemain matin, d'aller le réveiller, de préparer ses affaires, le temps qu'il prenne son petit déjeuner. Donc, il n'y avait pas 35 heures à ce moment-là. Alors, vous, plus de vie privée? Ah, plus du tout, là. Plus du tout. J'avais la chance d'être derrière François Mitterrand, ce qui fait que chaque fois que François Mitterrand passait à la télévision, on voyait le bout de mon nez, on voyait ma chevelure, on voyait ma cravate. Alors l'homme à la cravate rouge, les enfants étaient contents, ils allaient à l'école, et puis mes enfants étaient tout fiers parce que les copains leur disaient « Tiens, on a vu ton père hier à la télé ». Voilà, bon, c'est vrai que c'est très difficile de vivre avec une épouse. Ma seconde épouse, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle travaillait à l'Élysée, donc là, on arrivait à combiner le travail et la vie familiale. C'est-à-dire que ça a cassé un peu vos couples, quoi. Tout à fait, ça a cassé mon premier couple. Après, je suis resté 7 ans célibataire, et puis François Mitterrand commençait à s'inquiéter, en disant, vous savez, Pierre... C'était sympathique. Ça devient embêtant, tout le temps... je me souviens encore une fois, il me fait monter dans son bureau, comme ça, il me dit... Pierre, vous savez, j'ai quelque chose de grave à vous dire. On vous soupçonne de proxénétisme. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, vous fréquentez trop de gens, vous allez trop en boîte, et vous avez dû rencontrer quelqu'un qui doit être une gagneuse, je me rappelle encore de son terme. Gagneuse, c'était prostituée, voilà. Hein. Il me dit, faites le tri dans vos amis, et puis ça ira très bien. Donc j'ai fait le tri dans mes amis. Donc il vous a demandé de rentrer dans le rang. Voilà, ouais, c'est ça. Cela dit, franchement, hein, ce qu'est en train de raconter Pierre Tourlier, ça se passe, en permanence en politique. On demande quand même aux politiques et aux femmes et aux hommes d'être un peu dans le rang. Il est bien évident que si on a autour de soi des collaborateurs qui font du trafic d'héroïne, dispersés, il n'en était pas là, vous exagérez. Non, simplement, il fréquentait des choses que la police tolère et que la morale réprouve. Évidemment, on va quand même intervenir. Non, mais c'est vrai, c'est toujours comme ça. Bien sûr. Donc, je reviens à Pierre Tourlier. François Mitterrand est obligé d'avoir une personne, et puis il ne pouvait pas se disperser. Quand on connaît la vie de François Mitterrand, il était difficile de confier tous ses secrets à tout le monde. Donc il avait très bien compartimenté toutes ses vies. Et il avait quelqu'un qui naviguait au milieu de tout son royaume, quoi. Donc j'avais la chance d'être cette personne, quoi. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur pour lui? On va parler au moment où vous avez appris qu'existait Mazarine, donc fille illégitime. C'était une angoisse perpétuelle. Je me souviens une fois, on était à Saint-Germain-des-Prés, et il me dit, vous allez emmener Mazarine à l'école. Donc elle était toute petite, je la prends par la main comme ça, et puis je l'emmène de la porte de chez elle jusqu'à l'école. Le président avait fait une petite bise dans la porte cochère sans qu'on le voie. Il m'attendait derrière la porte cochère, et je redescends de l'école, et c'est une période électorale, et d'un seul coup, je le vois, les mains dans les poches, en train de lire les panneaux officiels des professions de foi. Je me disais, mais il faudrait peut-être y aller maintenant. Et les gens s'agglutinaient autour de lui en regardant. Mais est-ce que vous avez quand même un peu de distance par rapport à François Mitterrand? Parce que quand on évoque, par exemple, les écoutes ou quelques scandales, vous dites oh non, ce n'est pas lui, il n'était pas au courant. Disons que s'il a donné des ordres, c'est pas lui qui avait l'écouteur sur l'oreille. C'était pas. Et il y a eu beaucoup d'écoutes qui ont été faites à l'insu de son plein gré. Est-ce que quand on aime vraiment, vraiment passionnément quelqu'un, on ne peut pas avoir de recul, Pierre Tourlier? C'est une guerre politique. Mitterrand, pour arriver là où il en a été, il est obligé d'en écraser quelques-uns. On en connaît tous. Il y en a encore qui sont survivants. Ouais, et en même temps... Donc il y a une certaine lucidité quand même. Ah non, complètement. Attendez, je suis militant du parti. J'étais pendant... Oui, il connaît comment on tue. Dans tous les partis. Roselyne Bachelot. Exactement, c'est ce que je veux dire. Donc sachant cela, on est conscient qu'on n'arrive pas comme ça en ayant l'auréole autour de la tête et les ailes dans le dos, quoi. C'est pas possible. Alors, vous avez, vous, une phrase très forte dans votre livre, puisque vous dites « C'était le père que je n'avais pas eu, le dieu d'une religion que je n'avais pas. » Tout à fait. Tout à fait. C'est à ce point? Oui, c'était ça. Vous savez, en politique, on rentre en politique comme on rentre en religion.
c'est un coup de foudre. Bon, j'avais envie d'être socialiste, je sortais d'une famille de bourgeois, j'étais engagé dans l'armée, j'ai su ce que c'était que la droite pure et dure. Parce que vous avez, il faut rappeler quand même que vous avez fait l'Algérie. Oui. Du côté de l'OAS. J'ai fait aussi l'OAS. Bon, enfin, si vous voulez, la vie d'un Français moyen. Vous n'êtes pas Pierre Tourlier, simplement. Oui, vous n'êtes pas non plus l'enfant de cœur. Tout à fait, oui. Voilà. Tout à fait. Donc ça, par rapport à vous, vous êtes d'une grande, en plus, objectivité, lucidité. C'est ça le personnage de l'ombre, c'est qu'il défend l'autre, en fait. Il défend l'image de l'ombre plus que la sienne. On n'en parle pas tant que le soleil est là. Ça, je pense que tout homme politique rêverait d'avoir un Pierre Tourlier à côté de lui. Mais il y en a, non? Oui, il y en a. Bien sûr qu'il y en a, bien sûr, et heureusement. Mais en même temps, franchement, ils sont dangereux, ces personnages de l'ombre qui vous aiment à ce point-là, parce qu'à tout moment, c'est sur une confiance, comme vous le disiez tout à l'heure, énorme, parce qu'à tout moment, ils peuvent trahir. Non, c'est pas ça qui est gênant. C'est peut-être quelquefois qu'ils nous aiment un peu trop. On est tous, c'est vrai. Ils ont quelquefois pour nous, vis-à-vis de l'entourage, des exigences que nous n'avons même pas nous-mêmes. Il m'est arrivé que des collaborateurs, lors de déplacements, aient des exigences d'orientation pour ma chambre à coucher dans mon hôtel ou d'une marque d'eau minérale, alors que je n'ai aucune exigence, je m'en fiche complètement. Mais vous voyez, ils nous aiment tellement qu'ils sont quelquefois un peu paranoïaques à notre place. Alors ça, c'est un peu ennuyeux. C'est vrai. Aussi, moi j'ajouterais un correctif aussi pour affirmer d'une certaine manière aussi leur pouvoir. Peut-être. D'une certaine manière. Ne croyez pas qu'ils ne vous aiment pas. Mais enfin, ils existent aussi et c'est une manière un peu, sinon de vous manipuler, mais de montrer qu'ils existent aussi aux yeux des autres. Hein. Peut-être. Voire même qu'ils sont indispensables. Et vie privée. Alors, est-ce que vie privée, vous en parliez beaucoup? Oui, on parlait de la vie privée, bien sûr. De vos vies respectives, des femmes, des enfants, des mères et des... Bien sûr. Des femmes. Répondez-nous. Non, on ne parle pas de femmes, non, mais il avait une telle confiance en moi que quand il allait, par exemple, à une adresse, je déposais, il sonnait et puis il me disait, bon, revenez dans 2 heures, dans 3 heures, je vais dîner, voilà. C'était tout, hein, c'était pas... C'est tout. Voilà. Il précise, je vais dîner. Hein. Alors, Marie-Thérèse Guichard, vous avez écrit en 1993 le président qui aimait les femmes. Donc, on parle bien de François Mitterrand. Est-ce que vous retrouvez François Mitterrand à travers les propos de Pierre Tourlier? Ah oui, complètement. Enfin, je trouve même assez émouvant et assez attachant d'ailleurs ce témoignage. Et même, j'avais été assez choquée, je dois dire, quand le livre de Pierre Tourlier était paru, des réactions et des ricanements de certains mitterrandologues ou mitterrandolâtres, comme on veut, en disant comment, mais le chauffeur se permet d'écrire, etc. Moi, je trouve que le témoignage de Pierre Tourlier, pour moi, il a autant de valeur que celui de Jacques Attali, qui est un conseiller politique, si vous voulez. Ce sont simplement des facettes différentes. Enfin, chacun raconte l'homme qu'il a connu, l'un au G7, l'autre dans la voiture, mais les deux se complètent. Hein. Donc, c'est vrai que moi, je me suis attachée à une facette qui était son amour des femmes, que personne n'ignore plus maintenant, à supposer qu'on ne l'ait jamais ignoré, puisque je pense que depuis qu'il fut tout jeune homme, depuis son premier amour pour Marie-Louise Terrasse, que les téléspectateurs ont bien connue sous le nom de Catherine Langeais, jusqu'à... Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est dit. Voilà, jusqu'à Daniel Mitterrand. Et donc, c'est vrai que Mitterrand a eu dans l'ombre des femmes, j'appelais ça, moi, le cercle des maîtresses disparues, parce que tous ces femmes disparues, mais bien vivantes pour la plupart, parce que si vous voulez, il a eu ce génie, comme il l'a eu en politique d'ailleurs, d'agréger autour de lui des compagnons, et bien de la même manière, il a su faire de ces femmes qu'il a aimées des médiatrices, des passerelles, si vous voulez, entre différents milieux, parce qu'il a aimé des femmes de tous les milieux, de toutes les conditions, et je suis sûre que pour lui, c'était aussi des relais électoraux d'une certaine manière, même si ce n'était pas le but à l'origine. Ah oui, je pense. Je pense que c'était pas prémédité, mais quand je fais la somme, si vous voulez, de toutes les femmes, et je sais s'il m'en échappe, et Pierre Tourlier en connaît encore plus que moi, eh bien, c'était dans le milieu des écrivains, des artistes, des militantes, des journalistes. Écoutez, c'était très large. Puisque vous étiez vous-même journaliste, oui. Hein, Marie-Thérèse Guichard, et que vous avez beaucoup enquêté, est-ce que vous avez, rencontré beaucoup de Pierre Tourlier ou de Charlie Coubesserian? Mais un homme politique
politique ou une femme politique n'existe, si j'ose dire, que grâce à la collaboration de toutes ces bonnes volontés, de toutes ces affections, de toutes ces amitiés, tout ce professionnalisme. Il y a les chauffeurs, il y a aussi les secrétaires. Dans secrétaire, me disait l'une d'elles, il y a secret, de toutes les collaboratrices et puis les épouses, parce qu'effectivement, ça aussi, c'était un de mes dadas, si vous voulez. J'ai fait un livre sur les épouses des hommes politiques, mais c'est vraiment un rôle qui n'est pas facile à tenir. Vous avez aussi dit, Pierre Tourlier, que vous étiez le trait d'union entre la vie du président, la vie qu'il menait dans son donjon doré, et la rue, là où vous étiez. Parce que quand on entend tout le temps les mêmes refrains, les mêmes doléances, on en parle, d'autant plus que on est bien placé, enfin j'étais bien placé pour en parler, mais en aucun cas j'ai pensé une seconde que j'allais transformer son idée ou son optique politique, c'était juste une information. D'accord. Il n'influençait pas François Mitterrand. François Mitterrand se nourrissait, comme tous les hommes politiques, de toutes les informations, de toutes les opinions. Bien, si vous voulez, ça remonte à très loin, puisque je pense à Yvonne de Gaulle, qui un jour, c'est une anecdote qui m'avait fait beaucoup rire, que l'on m'avait racontée, qui un jour dit elle faisait ses courses au bon marché, comme n'importe qui, Yvonne de Gaulle, sans garde du corps. Et un jour, elle rentre et elle dit à Charles de Gaulle, son mari, Charles, les prix ont encore monté. Et là-dessus, il a réuni un conseil des ministres spécial pour envisager effectivement un programme de baisse des prix. Alors, je ne dis pas que les femmes, que Daniel Mitterrand parlait des Kurdes, c'est pas pour ça que François Mitterrand a changé sa politique vis-à-vis de la Turquie, certes pas. Mais on les écoute quand même, ces femmes. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.